presque 2 ans de distanciel. Donc nous sommes très heureux de voir autant de monde. Irina l'a bien dit, en 1 heure et demie, ce sera impossible d'esquisser, d'approfondir, en tout cas, les relations qui nous unissent avec la Russie, mais peut-être que c'est les prémices d'autres collaborations, en tout cas nous l'espérons. Quant à nous, nous allons débuter cette séance et puis je pense qu'il est grand temps d'accueillir les intéressés. Donc je vous demande d'accueillir premièrement Ambre Kirchner, qui est de l'association Stras Diplomatie pour Sciences Po Strasbourg et qui est la première modératrice. Ensuite, Émilie Gomen, qui est l'administratrice de notre organisation, qui sera la seconde administratrice, la seconde modératrice. Enfin, et puis c'est la personne la plus intéressante aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Monsieur Alexander Zezulin, qui est le ministre conseiller de l'ambassade de Russie. Vous asseoir, présenter, introduire la conférence. Monsieur le ministre conseiller, Monsieur le président Bogo, Madame la secrétaire générale du dialogue franco-russe, vous tous ici représentants de nos partenaires, et puis ceux qui êtes présents et qui nous suivez en ligne, en ce beau jour qui n'est pas si beau, parce que comprenez, j'ai écrit ce discours bien loin de Paris, un endroit où il faisait 30 degrés, au moment où je l'ai préparé. Nous avons la chance de nous retrouver dans ce lieu magnifique pour la 5e et dernière session des apéros diplomatiques. J'ai cependant une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle est que je peux déjà vous affirmer que les apéros diplomatiques reprendront dans les semaines qui suivront la rentrée scolaire. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je m'apprête à faire une série de remerciements, mais je vous demande de ne pas vous endormir parce que nos partenaires méritent vos applaudissements. En tout premier lieu, je veux vous remercier, M. Zedini, pour votre présence et votre disponibilité aujourd'hui. On m'a dit que c'est votre c'est une occasion d'apprendre. Hein. C'est une occasion d'apprendre. Puis je veux ensuite me tourner vers nos partenaires sans qui cet événement ne pourrait exister. Et en premier lieu, l'Association du dialogue franco-russe, qui nous accueille si chaleureusement au sein de leur siège à travers la personne de Mme Irina Dubois. Merci beaucoup. Ensuite, je veux adresser nos remerciements sincères à l'association Stras Diplomatie, à travers la personne de Sandy Hugues, qui en est la présidente et qui nous suit depuis le tout début des apéros diplomatiques. Monsieur Antoine Soulier, qui est le président du Parlement des étudiants de Strasbourg. Je remercie l'animateur de Radio Villa sur l'initiative de cette radio panafricaine et qui est impliqué avec nous désormais. Je remercie la région Grand Est pour son soutien institutionnel. Nous remercions également la région Île-de-France, la mairie de Paris, Génération d'Avenir et MA Conception pour la veille technique. Puis je ne peux oublier de remercier la Maison des associations du 16e arrondissement, la mairie du 16e arrondissement de Paris, pour les moyens qui ont été mis à notre disposition afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Et puis, je veux témoigner de notre reconnaissance en votre nom à tous au président de notre organisation, M. Gabriel Bogo, que nous remercions pour le travail accompli depuis maintenant bientôt 3 ans. Et je pense qu'on peut applaudir tous ces partenaires et tous ces acteurs. Ainsi donc, il m'est demandé très rapidement de présenter la Fédération de Russie. Alors, je me suis dit, c'est quand même compliqué de présenter la Fédération de Russie. Donc, j'ai choisi une approche un peu, je l'espère, originale. Donc, on me demande de présenter un pays qui nécessite 1 semaine de train pour aller de la capitale Moscou à Vladivostok, l'extrême-orient du pays. Ce pays qui est à lui seul un État-continent, avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés, et qui connaît sur son territoire 11 fuseaux horaires différents. Je dois avouer que mon orgueil impérial de Corse en prend un petit coup. La Russie est un pays d'autant plus grand qu'il est nécessaire d'en parler avec une certaine hauteur. Et j'entends par là, évidemment, une hauteur d'esprit. Et puis je repense à cette phrase de Winston Churchill. La Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme.
Nous espérons donc aujourd'hui lever un peu ce voile de soie avec humilité et beaucoup de respect, en donnant la parole à un diplomate russe qui pourra répondre aux interrogations des jeunes d'ici d'ailleurs, des moins jeunes aussi, bien sûr. Et vous répondrez certainement aux questions sur une diversité d'enjeux contemporains. Et nous nous intéresserons donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, à une perspective russe de ces enjeux. Et puis cette perspective se justifie par la forte présence de la Fédération de Russie sur la scène internationale, mais aussi par la volonté de cette dernière de devenir un véritable partenaire des pays africains, et cela s'illustre de plus en plus avec le sommet Russie-Afrique qui s'est déjà tenu en 2019, auquel nous avions participé. Enfin, notre organisation défend un bilatéralisme fort entre l'Europe et l'Afrique et se doit de tenir en considération l'arrivée de la Russie dans les politiques de coopération africaines. Et nous tenons à réaffirmer par là que la place de la Russie dans le monde réside aussi dans sa capacité d'avoir des partenaires divers et solides. Et si ces derniers temps, les relations entre l'Europe et la Russie sont source de tensions et de crispations, il apparaît pour nous nécessaire de recueillir la perspective de la Russie pour en comprendre les détails. Notre organisation voit dans la Russie un acteur important de notre monde. Et à travers la démarche des apéros diplomatiques, nous souhaitons permettre aux jeunes d'avoir une perspective large et avisée sur les grands enjeux de notre époque. Cette démarche s'inscrit donc dans celle que nous avons intentée depuis la création de notre organisation, qui est d'informer, de former et d'insérer les jeunes dans les processus de décision. Alors, on ne le répète jamais assez, ce sont les jeunes qui auront demain à porter le poids des décisions d'aujourd'hui. Plus largement, les apéros diplomatiques s'inscrivent dans la démarche des projets pilotes du Conseil de l'Europe, dont la Russie est un membre influent et dont il nous appartient de comprendre les positions. Je ne vais pas plus m'étendre que cela sur le cœur de la conférence aujourd'hui afin de laisser nos deux modératrices vous présenter plus profondément que moi les thématiques qui seront abordées, mais avant de leur laisser la parole, puisque cette 5e session clôture en beauté cette première édition des apéros diplomatiques, je veux citer, si vous me permettez, un proverbe russe qui dit que l'homme a 3 fois de la chance. Il naît, il se marie et il meurt. Et je vais ajouter quelque chose aujourd'hui. Nous aurons eu au moins 4 fois de la chance. Nous sommes nés, nous nous marierons si le cœur nous en dit, nous mourrons évidemment. Mais avant cela, nous aurons pu, pendant 3 mois, bénéficier de la disponibilité de 5 diplomates qui ont donné de leur temps pour nous faire comprendre les grands enjeux de notre époque. Et donc, je veux réitérer nos remerciements et notre reconnaissance à son Excellence Driss El-Kessi, consul général du Royaume du Maroc à Strasbourg, à son Excellence Jorge Torres Pereira, ambassadeur du Portugal en France, à son Excellence François Brunagel, ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte et représentant de ce dernier auprès du Conseil de l'Europe. Et enfin, à vous, Monsieur Cézuline, ministre conseiller de l'ambassade de Russie en France. Comme il est d'usage lorsque nous sommes hôtes d'un pays, je vous invite à vous lever afin d'entendre l'hymne de la Fédération de Russie. Vous pouvez vous rasseoir. Désormais, je vais passer la parole à nos excellentes modératrices. Je vous souhaite un agréable moment et je vous remercie.
Merci Thomas de nous avoir passé la parole après cette belle litanie de remerciements à laquelle nous voyons évidemment nos voix. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis le salon privé Zoom et nos différents réseaux sociaux. C'est avec joie que nous vous retrouvons cet après-midi à l'occasion de cette 5e session des apéros diplomatiques par les jeunes que j'ai l'agréable plaisir de co-modérer avec Ambre Krishner. Bon après-midi, Ambre. Avec nous sur cette table, nous recevons un illustre invité, Monsieur Alexandre Zézuline, ministre conseiller de l'ambassade de la Fédération de Russie en France. Bonsoir, Monsieur le ministre conseiller, ou plutôt devrais-je dire Dobry Vitchev. La Russie, en 2021, présente-t-elle les facettes d'une menace assumée ou d'un géant incompris? C'est la question à laquelle, grâce à vos réponses, notamment, Monsieur le ministre conseiller, nous tenterons de répondre dans l'heure qui va suivre. Nous nous intéresserons à cet effet au fonctionnement interne de la Fédération de Russie, puis nous élargirons notre champ de réflexion à l'Europe et à la scène internationale de manière plus globale. Et enfin, nous allons nous consacrer de manière plus ciblée à la coopération franco-russe et aux actions de l'ambassade qui la garantissent. Mais avant d'entamer ces sujets de notre entretien, nous allons permettre à notre public d'en savoir davantage sur notre hôte en revisitant brièvement votre brillant parcours. Monsieur Alexandre Zézuline, vous êtes né le 8 novembre 1974. En votre qualité de ministre conseiller, vous êtes le premier collaborateur de son Excellence, Monsieur Alexei Nechkov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France. Votre carrière diplomatique débute en 1997, après avoir été diplômé de la prestigieuse Université d'État des Relations internationales de Moscou. Dès 1998, vous vous orientez vers une carrière dans les relations internationales et vous travaillez au sein de l'ambassade de Russie en Italie jusqu'en 2002. De 2002 à 2004, vous revenez en Russie et mettez à profit vos compétences au sein du secrétariat du ministère des Affaires étrangères. Dans les 4 années qui suivent, vous êtes détaché auprès de l'appareil du Conseil de sécurité de la Russie dans l'administration du président. Et en 2008, vous rejoignez le premier département européen du ministère des Affaires étrangères. Fort de cette trajectoire à nouveau européenne dans votre carrière, vous êtes une fois de plus affecté en 2010 à l'ambassade de Russie en Italie, où vous occupez tour à tour les postes de conseiller, premier conseiller et chef de la section politique. Après un passage en 2016 au ministère des Affaires étrangères en qualité de chef de secrétariat et vice-ministre, vous rejoignez en 2017 l'ambassade de Russie en France comme conseiller, avant d'y pour les questions géopolitiques, ce qui fait indéniablement de vous la bonne personne à la bonne place pour cette session consacrée à la Russie. Recording stopped. Va bene, ok. Non vedo.
Au départ, non, non, mon appétit est pour tout. Non, vous êtes que c'est oui, c'est ma copine. Ma cousine, ma entreprise m'a créé un pays. Ma entreprise de mon nom. Ça marche. Ma entreprise, ça peut ça marche. C'est légalement créé. C'est une société. Et tous les papiers, tous les documents. Non, il y a non, le démarrage d'activité encore. Avec mon guéri. Oui. Avec les journalistes. Tâche, la fonction même de l'administration publique, de l'État, c'est pareil partout dans le monde. Parce qu'en Russie, comme j'imagine dans d'autres pays en Europe, d'autres en France, c'est le bien-être, la prospérité, la sécurité des concitoyens qui est le cœur de l'action publique, l'action du gouvernement. Donc, faire une hiérarchie parmi les ministères, je ne voudrais le faire parce que c'est impossible. Il y a des périodes, peut-être aujourd'hui, les ministères de la Santé comptent un peu plus qu'il y a 2 ans. Malheureusement, je peux parler pour mon ministère, le ministère des Affaires étrangères. La situation internationale est de plus en plus tendue, rend notre travail de plus en plus important. Le travail je ne parle pas seulement pour mon pays, c'est pour le moment. Mais je voudrais souligner encore une fois que nous privilégions les intérêts à partir du président de la République, car nous sommes actionnaires aux intérêts de nos compatriotes. C'est très simple, très simple. Merci, monsieur le ministre conseiller. Sur le secteur public. Lors du récent sommet des leaders du pacte mondial auquel notre organisation a participé les 15 et 16 juin dernier, le rôle du secteur privé a été particulièrement souligné dans l'agenda autant que dans le relance de la relance économique post-Covid. Avec votre permission, j'aimerais donc qu'on s'intéresse et notamment aux entreprises. Monsieur le ministre conseiller, c'est un truisme de lui dire la totalité des entreprises a été impactée par cette sanitaire. Au-delà des financières complètes, perte de d'affaires, la crise a aussi un impact sur les ressources humaines. On sait par exemple que les restrictions de ont rendu impossible. Et tant beaucoup dans ce en fait, c'est réciproque. Ça, c'est tout. C'est comme ça. Il y a un chômage. Pourquoi maintenant on peut Ma question est de savoir quelles sont les mesures mobilisées avant, pendant et après la crise pour s'assurer de la résilience de ce secteur clé de l'économie. Mais c'est bien fait. Écoutez, je ne vous cache pas vous cacher, je me suis prêt à cette question. Je m'attends et je ne sais pas si vous avez il va bien faire.
le son fait des vas-et-vient. Là, c'est la position moi. Qu'est-ce qu'on coule plus belle? Bimarari, c'est Là-bas. là-bas en France, problème technique. Qu'est-ce que j'en dis? Frontière pour moi, c'est un peu chaos, c'est un peu fermé et surtout que l'affaire de vaccination, on a vraiment barré. Troisième vaccination. Non, autant de moyens. Ils veulent vacciner tout le monde. Maintenant, ils n'ont ça des restaurants. Et nous sommes en tant que cueilleurs comme nous. Donc, le moment où on est vacciné, on est privilégié. Des fois, il y a la caméra désactivée et attends, il m'a fait moi. C'est les vieilles mamans diplomates, ça. Technologie, ma cool. Même ambassadeur. Et tu as mis mon clavier sur russe. On va faire comme ça. Ah, c'est fini? Non. Ah, non, il y a rien à appuyer à l'entrée. Non, il y a rien à appuyer à l'entrée. Ah, il faut mon bout. Il y a beaucoup d'autres dispositions, mais c'est juste pour vous dire que c'est beaucoup au cœur de bien-être des familles russes. Et la ligne directe du président Bolivie l'a démontré encore une fois. Il a parlé directement avec les citoyens. Il a donné pratiquement en ligne directe des dispositions du gouvernement pour résoudre les problèmes. Ce n'est pas dit que le système fonctionne mal parce qu'il faut l'intervention du président. C'est pour souligner que le président est au courant, est bien conscient des problèmes de ces citoyens. Il attache une importance primaire aux exigences et aux nécessités des citoyens russes. Et il fait tout ce qui est nécessaire avec le gouvernement pour résoudre les problèmes existants. Donc, ce n'est pas les chiffres même qui sont importants, c'est l'approche, la priorité des gens, qui est aujourd'hui la priorité primaire de notre gouvernement. Et ça marche. Une tâche de l'ambassade aussi, et de tous nos bureaux de l'ambassade, de la représentation commerciale, du bureau économique de l'ambassade. Si vous me demandez sur le business russe, sur le monde d'affaires russe, d'accompagner le monde d'affaires, de rendre leur travail plus facile, faciliter les contacts avec les partenaires internationaux. Les grandes entreprises n'en ont pas besoin souvent. C'est plutôt les entreprises de petite et moyenne taille qui exigent des soutiens. C'est ce que nous faisons aussi ici à Paris comme la visite diplomatique. Donc, merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Je pense qu'on a tous appris beaucoup d'informations. Vous avez parlé de priorité et une autre priorité du gouvernement russe, on l'imagine bien, c'est la jeunesse. Et c'est de cette jeunesse qu'on veut parler aujourd'hui. Et donc la Russie est un pays dont on connaît l'histoire qui a été plutôt mouvementée ces dernières siècles, je dirais même, et qui est donc marquée par une tradition importante et si je peux me permettre une post-tradition, une modernité qui
qui a plus ou moins commencé peut-être avec la césure qu'il y a eu dans les années 90, qui a marqué un grand changement, j'imagine, dans les modes de pensée russes, et notamment pour cette jeunesse qui concilie maintenant un héritage transmis par leurs parents et grands-parents qui ont connu les années avant 91, et ces jeunes qui grandissent aujourd'hui. Donc, notre question est simple, mais elle nous permet de connaître un peu plus la jeunesse russe. Est-ce que, selon vous, il existe une véritable opposition à l'intérieur de cette jeunesse entre la tradition et la modernité, ou est-ce plus simplement une affaire de conciliation et d'équilibre pour les jeunes? Il n'y a pas d'opposition. C'est pour tout de suite répondre à votre question. Mais d'emblée, je voudrais vous parler de quelques statistiques qui pourraient vous intéresser. En Russie, nous comptons 147 millions d'habitants. Et sur ces 147 millions, il y a 27 millions et quelque chose de jeunes de l'âge entre 14 et 30 ans. Donc, ça fait plus ou moins 18,5% de la population. 37 millions, et bravo. Et les jeunes, 11 700 000 dans la tranche de l'âge entre 15 ans et 29 ans. Donc, c'est exactement la même tranche que j'ai citée pour la Russie. Et ça fait, comme pourcentage, 17,5% de la population française. Et donc, vu ce décalage de 2 ans, 14 ans et 32 ans de plus pour la statistique russe, ça fait pareil. Donc, chez vous et chez nous, la proposition de la société par âge, c'est la même. En plus, pour les statistiques, selon les statistiques françaises, les prévisions pour 2050 donnent la réduction de la population, de la jeunesse dans la population, jusqu'à 16%, donc de 17,5 à 16%. La même tendance du vieillissement, on peut comme ça. Les problématiques que nous avons sont les mêmes. La jeunesse devient une partie vulnérable de notre société. Donc, la partie vulnérable qui exige un traitement particulier, un soutien particulier, y compris par l'État. C'est ce que nous faisons. Il y a une agence pour la jeunesse dans le sein du gouvernement russe, Rosmolodezh, qui suit les politiques il y a des programmes de soutien dans plusieurs domaines. Par exemple, les programmes connaissances sérieuses qui sont censés favoriser les jeunes talents. Il y a des aides économiques, par exemple les prêts à taux réduits pour les immobiliers, pour les jeunes familles, pour les aides directes économiques, de l'argent pour les naissances des bébés, etc., etc. Après, il y a un programme national de la numérisation. Vous avez cité les tailles, les mesures, les chiffres de la Russie. C'est difficile de gérer un territoire si immense. Maintenant, aujourd'hui, c'est le numérique, la digitalisation du pays qui est beaucoup. Et donc, cette numérisation, c'est un programme de la priorité nationale qui permet aussi aux jeunes de s'introduire dans le monde professionnel, dans le monde universitaire pour les études, plus facilement. Parce que les finances, le monde académique, universitaire est concentré dans la partie européenne, plutôt dans la partie européenne du pays. Et donc,
y aller pour trouver plus de possibilités de l'embauche, de travail, des études. Et donc, ça pourrait créer des déséquilibres au niveau national. Donc, il est important que partout dans le territoire russe, les gens ont les mêmes possibilités. Et c'est ce que nous faisons. Et encore une fois, c'est le même truc que j'ai déjà fait. J'ai apporté des papiers, mais pas parce qu'on m'a dit quelles questions seraient faites. Ce n'est pas du tout le cas. Mais je savais que j'allais rencontrer les jeunes Français, donc j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'on dit sur la jeunesse ou qu'est-ce que la jeunesse russe dit, de quoi elle parle aujourd'hui. Et j'ai trouvé une étude intéressante faite par l'École des hautes études économiques de Moscou, qui est une institution universitaire, et en même temps, elle est considérée même être proche plus proche peut-être de l'opposition politique. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une émanation de l'État et de la propagande publique. Donc, l'étude était consacrée à la jeunesse, et donc 73% des répondants des jeunes ont dit qu'ils comptent sur le soutien de l'État. Et cette vision est partagée par 65% de la population russe en moyenne. Il est clair que la question a été posée maintenant, dans la période de la crise, où tout le monde a besoin de soutien, mais donc les jeunes ont plus besoin de soutien qu'en moyenne la population. En même temps, les jeunes russes les plus adultes. Les répondants entre 18 et 34 ans, 82% se sont dit être heureux. En même temps, les jeunes entre 25 ans et 34 ans font du bénévolat en Russie. 29% de ces gens font du bénévolat et en moyenne, c'est 23% parmi les Russes. Donc, ils se sentent plus heureux, ils ont besoin de plus de soutien de l'État, mais ils sont plus prêts à aider les autres. La jeunesse russe fait preuve d'une grande responsabilité en consommation. Elle met l'accent sur l'achat des produits bio, l'emballage bio. 26% des répondants, contre 20% en moyenne en Russie, des jeunes, contre 20% en moyenne en Russie, cherchent à acheter la production des compagnies qui montrent le soin de l'environnement. 17% des jeunes, contre 11% en moyenne, refusent de consommer la cosmétique qui a été testée sur les animaux. Ce sont les inégalités en revenus et la corruption en politique et en business qui troublent le plus la jeunesse. Et les jeunes générations sont plus préoccupées par le changement climatique, la lutte contre les maladies et le chômage que les autres tranches d'âge. Donc, c'est pour dire, je n'ai pas vu des études françaises, mais j'en suis quasiment sûr à 100% que les jeunes gens français, et vous devrez me dire, vous, si ce sont de même manière que la jeunesse russe. Pour moi, il n'y a pas de grande différence. Pour la tradition, oui, pendant
30 années depuis la chute de l'Union soviétique et l'existence de la Russie, notre pays a subi des transformations majeures. Et évidemment, les jeunes de l'époque et à la modernité comme les jeunes gens d'aujourd'hui. Mais je suis sûr, et je le vois dans mes fils, parce que j'ai déjà les fils qui font l'université, ils tiennent aux traditions, mais aux traditions les plus normales, les plus simples. J'imagine que les traditions, la compassion, le respect de d'autrui, ce sont des traditions qui sont valides ici dans la société française aussi. Et ils tiennent au patriotisme, ils aiment notre pays, ils aiment la Russie. Merci, Monsieur le ministre conseiller. Donc, après cette immersion dans la Russie d'un point de vue interne, je vous propose d'étendre notre horizon géographique en évoquant une relation au prisme de laquelle la position diplomatique de la Russie est souvent analysée, et je fais référence à la coopération avec l'Union européenne. C'est un secret de polichinelle. Les rapports entre la Russie et l'Union européenne sont loin d'être un fleuve tranquille. Positions divergentes sur des sujets stratégiques, mesures de sanctions adoptées de part et d'autre sont parmi d'autres exemples évocateurs de ce climat souvent tendu entre ces puissances. Au rang des sujets qui fâchent se range notamment celui de la crise ukrainienne. Les motifs formulés dans les résolutions de l'Union européenne en sanction de la Russie nous renseignent sur les griefs reprochés à la Fédération, notamment l'annexion de la Crimée le 18 mars 2014 et l'implication militaire en Ukraine orientale dans le bassin du Donbass. Si l'on s'aperçoit assez facilement que les racines de la crise doivent donc être recherchées un peu loin au lendemain de la disparition de l'URSS, il faut reconnaître qu'entre décryptage médiatique ou historique divers et variés, il n'est pas rare que la jeunesse en arrive à être déboussolée et finalement inapte à mesurer, encore moins à comprendre les enjeux relatifs à cette crise. En votre qualité de diplomate russe, quel éclairage pouvez-vous nous donner sur l'origine de la crise ukrainienne d'une part et la vision stratégique, notamment militaire, de la Russie sur celle-ci d'autre part? Donc, pour l'Ukraine, si on parle de l'origine de la crise, l'origine de la crise, c'était un coup d'État illégitime en Ukraine, comme vous savez, ou sinon à Kiev. Et comme résultat, le président légitime du pays a dû quitter le pays, a dû quitter son poste. Les occidentaux qui ont décidé la situation est encore plus grave parce que l'Ukraine est proche de la Russie. C'est un pays avec lequel nous avons partagé le même État, l'Union soviétique. Il y a des familles qui sont moitié russes, moitié ukrainiennes. Donc, c'est aussi une question militaire. Il y a beaucoup de Russes qui vivent en Ukraine. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent en Russie. Donc, c'est vraiment une tragédie, soit politique. Ce coup d'État
et pourquoi les pays occidentaux ont soutenu, pas seulement soutenu, ils ont participé à ce coup d'État. Il suffit de regarder les émissions télévisées de cette époque. Je ne sais pas, il faut demander peut-être les responsables de ces pays qui ont été impliqués. Selon moi, un des objectifs était affaiblir la Russie en créant la déstabilisation près de nos frontières. Ce que vous appelez l'annexion de la Crimée, ce n'est pas notre lecture et ce n'est pas un mot correct. Pour nous, c'est le peuple de la Crimée, la population de la Crimée qui, pendant le référendum, a voté pour son indépendance et après, avec un autre vote, a décidé de se réunir avec la patrie russe. Ça correspond à la loi internationale, à la charte de l'ONU. Et donc, nous n'acceptons pas de leçon de la loi internationale et de la loi internationale des pays qui ont violé ces lois et qui parlent aujourd'hui pas de la loi dans les affaires internationales, mais dans certains ordres basés sur les règles, dont les contours ne sont pas clairs. Ce que nous faisons, c'est agir dans les règles claires. Et les règles claires sont représentées par la loi internationale. La loi internationale, ce sont les décisions prises par l'ONU, par l'agence de l'ONU et les accords multilatéraux et bilatéraux. Donc, c'est un système des régimes, des accords. Les règles dont parlent beaucoup de hommes politiques aujourd'hui à l'Occident peuvent être décidées d'une manière de club restreint du pays. Donc, je ne sais pas, on risque de revenir à l'époque colonialiste où 7 pays ont l'ambition de gérer la planète entière. 7 ans ont déjà passé. Il faut se rendre compte que nous sommes déjà dans un monde multipolaire, pas unipolaire, et agir de conséquent, agir avec le respect. On a évoqué le respect des autrui. Je viens de parler de la jeunesse, mais c'est la règle des relations internationales aussi, le respect des pays avec lesquels tu veux vivre en paix, en sécurité. L'Union européenne, oui, c'était les décisions de l'Union européenne. Geler les contacts au niveau politique. Vous avez vu, il y a peut-être une certaine réflexion sur si cette décision était opportune et bonne, en somme, parce que si vous avez suivi les déroulements du dernier Conseil européen de 24-25 juin à Bruxelles, où on dit que les 2 pays, l'Allemagne et la France, ont fait une proposition, selon moi, tout à fait légitime et dans l'intérêt de l'Union européenne même,
de renouveler, de reprendre le dialogue au plus haut niveau, donc au sommet avec la Russie, mais malheureusement, pour la position de certains pays membres de l'Union européenne, n'a pas été accueillie et il n'y a pas de dialogue politique, malheureusement, entre l'Union européenne et la Russie. En plus, l'Union européenne a introduit les sanctions contre la Russie, les sanctions économiques qui sont contraires aux intérêts des producteurs. Nous avons eu, soit ici en France, soit quand je travaillais en Italie, dans le monde d'affaires, il y a beaucoup de ceux qui sont très fâchés, qui perdent de l'argent pour ces décisions de leur gouvernement. Il faut dire encore que les sanctions de l'Union européenne ne sont pas légitimes selon la loi internationale parce que les sanctions peuvent être introduites que par le Conseil de sécurité de l'ONU, que ce n'est pas le cas de l'Union européenne. C'est pour parler de la loi internationale. Quand même, nous sommes prêts à dialoguer, nous sommes prêts à coopérer, mais d'une manière franche, directe, respectueuse et pas idéologisée, ce qui malheureusement est la situation d'aujourd'hui. Mais cette idéologisation de la politique internationale, on espère passera bientôt et on reprendra le normal cours des relations. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, après un sujet qui fâche, on voulait parler d'un autre sujet qui fâche, et c'est la question de la démocratie en Russie, qui est aussi au cœur des tensions que vous avez évoquées entre l'Union européenne et la Russie. J'aurais voulu introduire mon propos par la citation déjà rappelée par M. Thomas Castelli dans son discours d'ouverture de Winston Churchill. Donc, la Russie est un rébus enveloppé d'un mystère au sein d'une énigme. Et on aurait voulu savoir si vous pensez que les différents... est-ce que les Européens ne comprendraient pas vraiment le modèle démocratique russe et que ça pourrait aussi être l'origine des tensions qui existent aujourd'hui entre la Russie et l'Union européenne? Donc, tout simplement, est-ce que vous pensez que les Européens ne comprennent pas vraiment la Russie et tous les enjeux démocratiques en son sein? Vous savez, la Russie n'a jamais mis en doute la démocratie même et les principes démocratiques. Nous sommes la démocratie. Nous avons fait pendant notre histoire de la Russie indépendante, des 30 années de l'histoire de la Russie contemporaine, le Parlement, la Cour constitutionnelle, la presse libre. En Russie, il y a des mécanismes qui veillent sur le respect de la liberté, des droits de l'homme. Il y a la propriété privée qui est protégée par la loi, par l'État, l'économie et du marché. Donc, tous les attributs de la démocratie moderne sont présents en Russie. Bien sûr, les démocraties ne sont pas à 100% pareilles partout dans le monde. Il y a des particularités nationales, ethniques, religieuses, historiques, culturelles. Même, j'imagine qu'en Allemagne, en France et aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même démocratie.
sont différentes, mais ils ont toutes les démocraties ont le droit d'être respectées par les autres. Vous ne pouvez pas dire qu'une démocratie est pire que l'autre, qu'une est meilleure que l'autre. Ils sont juste différents. Et à la question que vous m'avez posée, si c'est le modèle démocratique qui est au cœur de ces tensions, non, je ne crois pas. C'est la concurrence internationale, la concurrence politique. Peut-être les tentatives du monde occidental de continuer à être les hégémons, cette hégémonie, maintenir, conserver l'hégémonie dans le monde. Les modèles démocratiques, c'est juste un instrument de la critique. C'est ce qui est utilisé pour la lutte pour cette hégémonie politique sur l'échiquier global. C'est ce que je pourrais vous dire maintenant sur ce sujet. Si vous voulez comprendre mieux comment vit la Russie et quelle est la démocratie russe, nous vous invitons après la pandémie, après que la Russie sera surplacée, comment dire, de la zone rouge à la zone orange et après à la zone verte pour les visites depuis l'étranger. Vous pouvez visiter mon pays. D'ailleurs, pendant la Coupe du Monde que vous avez gagnée de foot, du monde, je répète, en Russie, c'est en Russie où vous avez gagné. Il y avait beaucoup de milliers de supporters qui sont venus depuis toute la planète en Russie, toute la France, et qui se sont dit après étonnés et surpris de voir que la Russie, en effet, en réalité, n'est pas la Russie qu'ils ont vue sur les journaux ou sur la télévision dans leur pays. Merci, M. Zizouline. Vous l'avez dit, vous êtes prêt à dialoguer, vous êtes prêt à coopérer. Donc moi, je voudrais qu'on se projette à présent sur les solutions, enfin les remèdes. Dans nos relations sociales au quotidien, lorsque persistent des clivages ou des désaccords, nous avons l'habitude de dire qu'il peut être important de faire table rase, voire de tout recommencer à zéro, afin de partir sur de nouvelles bases et d'avancer plus sereinement. Ma question va donc vous sembler un peu naïve au regard de la différence de périmètre, mais ne peut-on pas transposer cette logique dans les rapports entre Union européenne et Russie? Et dans l'affirmative, pourquoi et surtout de quelle manière cette réinitialisation des rapports pourrait s'opérer? L'Europe, l'Union européenne, pour nous, c'est le premier partenaire économique. Pour vous dire déjà beaucoup. Il y a malgré les tensions politiques, les incompréhensions réciproques, il y a des liens économiques, il y a des liens académiques, il y a des liens humanitaires, culturels, etc. Nous sommes intéressés de l'Europe, de continuer avec l'Europe. L'Europe est intéressée à continuer à coopérer avec nous et nous le voyons. L'exemple éclatant, c'est le projet de gazoduc Nord Stream 2 de la Russie en Allemagne, où malgré toutes les pressions que les États-Unis ont fait pour arrêter ce projet, ils continuent. Les Européens, c'est le projet, ce n'est pas un projet bilatéral russo-allemand, c'est un projet multilatéral où la partie française, par ailleurs, participe aussi. Les pays européens ont fait preuve de leur souveraineté. Donc,
on parle beaucoup ici en France aussi, la souveraineté européenne, c'est la preuve que la souveraineté européenne peut exister, existe. Et c'est la preuve aussi de l'intérêt de l'Union européenne et de nos partenaires européens à continuer la coopération avec la Russie. Et il y a aussi des impératifs géographiques très simples. Nous partageons le même continent et ce serait impensable, selon moi, d'essayer de construire une architecture de la sécurité sur un continent unique, sans participation d'une seule partie, même d'une seule partie. Donc, nous sommes obligés à coopérer pour conserver la paix, la stabilité, la sécurité. C'est un concept de la sécurité indivisible. Ça existe dans la politique internationale. Ce concept a été même adopté par OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Malheureusement, nous avons proposé de le fixer déjà dans un accord, dans un traité multilatéral, le traité sur la sécurité européenne, il y a une dizaine d'années. Mais ce concept a resté une déclaration, malheureusement, pas un engagement juridique. C'est nous qui avons proposé de le faire. L'indivisibilité, ça veut dire quoi? On ne fait rien dans le domaine militaire sans consulter avec d'autres partenaires pour que cette démarche n'aggrave la situation de la sécurité de nos partenaires. Donc, c'est très important peut-être aujourd'hui, les conditions ne sont pas adaptées pour reprendre cette idée, mais l'idée existe. Nous n'avons pas renoncé à cette idée, à cette initiative. Et si un jour nos partenaires, et je crois que ce jour viendra, se démontreront prêts à coopérer vraiment sur la base paritaire, égalitaire, c'est ce que je peux répondre à votre question. Donc, merci beaucoup. Après avoir abordé l'Europe, on va aborder une question un peu plus large, et c'est la Russie dans le monde. Quel levier d'influence internationale et quelles ambitions pour les années futures? Et pour commencer, on voulait parler de l'Union économique eurasiatique, de l'Union économique eurasiatique, qui est une zone de libre-échange créée qui est en vigueur depuis 2015 et dans laquelle la Russie joue un rôle très important. Donc, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller peut-être un peu plus vite. Donc, simplement, vous demandez de revenir rapidement sur qu'est-ce qui a causé la création de cette union et quelle est son ambition sur le long terme. Déjà, ça fait plaisir que vous connaissez l'Union euro-asiatique. C'est une union jeune. Elle a été créée en 2014, mais sur la base d'une autre union avec les mêmes pays membres, mais ça a changé le nom parce que c'est une étape dans l'intégration. Il y a 5 pays qui aujourd'hui font partie de cette union. C'est la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Ils sont tous les pays ex-membres de l'Union soviétique. Donc, nous avons une histoire commune et pas seulement l'histoire humanitaire, une histoire comme une discipline académique. Mais nous avons vécu dans le même pays avec les liens économiques, infrastructurels, structurels très serrés et très étroits. Donc,
déjà le système était créé avant. Maintenant, nous sommes tous intéressés à conserver ce qui a été déjà créé avant et qui est utile pour tous nos pays membres et développer sur cette base, développer dans l'intérêt économique, surtout économique, mais après peut-être on arrive plus aux questions politiques aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Et on a pris pour modèle, aujourd'hui, on peut dire, l'Union européenne. Nous développons cette union économique eurasiatique sur le modèle de l'Union européenne. Nous avons déjà créé des institutions supranationales, de la législation supranationale. On a fait des mécanismes de coordination entre les administrations, les autorités des pays membres. On développe aussi les relations extérieures de l'Union euro-asiatique. En 2016, si je me souviens bien, on a signé un accord de libre-échange avec le Vietnam. En 2018, les accords sur la coopération économique avec la Chine et l'Iran. Donc, déjà, on crée un espace très, très large de la coopération économique et de libre-échange économique. Ce que nous avons déjà proposé à plusieurs reprises, et nous continuerons à le faire, c'est entamer une coordination et après une coopération entre l'Union euro-asiatique et l'Union européenne, parce que ça rentre dans notre doctrine de la politique étrangère russe, de l'intégration des intégrations. Parce que il y a des pouvoirs nationaux qui étaient déjà délégués au niveau supranational, au niveau, comme dans l'Union européenne, les pouvoirs dans le commerce international, par exemple, dans l'économie, depuis les gouvernements nationaux à la Commission européenne. Et donc, c'est naturel que les deux commissions, les deux entités coopèrent et coordonnent leur politique. Et dans le futur, j'espère proche, nous, comme la Russie, nous proposons de créer déjà un grand espace commun européen par l'association de ces deux intégrations européennes et euro-asiatiques. Merci beaucoup. Donc, on avait une autre question de relations internationales et de relations bilatérales avec un autre pays que la France, donc avec les États-Unis, ou avec laquelle la Russie a des relations compliquées depuis très longtemps. Simplement, en quelques mots, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui, en 2021 ou un petit peu avant, la relation russo-américaine? Vous les avez qualifiés de compliqués. Je pourrais dire l'état des relations entre les États-Unis et la Russie aujourd'hui, c'est au point le plus bas depuis la fin de la guerre froide, le plus bas niveau. Ce n'était pas notre choix. Nous n'avons pris aucune décision, aucune initiative contre les États-Unis. Tout ce que nous avons fait, c'est réagir aux démarches unilatérales des États-Unis qui nous ont mené à la situation d'aujourd'hui. Nous le regrettons, mais nous ne fermons pas l'accord de la partie russe de Moscou, de notre président, de rencontrer le président Biden à Genève. Vous avez suivi les actualités internationales. Le 16 juin,
mois, aux années. Un espoir que venir au dialogue, je dirais, basé sur le respect des intérêts de deux pays. Le président Poutine et le président Biden ont parlé pendant 3 heures ou 4 heures. Ils ont pu constater toutes les différences, toutes les divergences qui sont entre nos pays. Et nous les connaissons très bien dans différents domaines. Mais ce qu'ils ont pu encore faire, c'est individuer les domaines et les volets où nous sommes obligés tous les deux, les États-Unis en premier lieu, de coopérer, pas seulement dans l'intérêt de nos deux pays, de nos deux peuples, mais dans l'intérêt global, parce que la Russie et les États-Unis sont les pays, les puissances, les plus grandes puissances nucléaires dans le monde. C'est nous qui avons la responsabilité particulière pour maintenir la paix et la stabilité. Et avec la destruction progressive du régime de contrôle de l'armement, il ne nous reste que le traité START. Quasiment tous les autres traités dans le domaine de la maîtrise des armements qui ont été signés pendant la guerre froide ou après la guerre froide ont été annulés par les États-Unis. Ce n'est pas nous qui nous avons quitté, nous avons annoncé que nous sortons, par exemple, du traité de ciel ouvert, qui est un des traités clés pour la transparence militaire, parce que ce traité permettait aux pays participants de faire les survols du territoire avec les caméras de haute résolution et faire le cliché de tout ce qui se passe sur le territoire, les bases militaires, etc. Donc, vous pouvez, après avoir survolé le territoire russe, avoir sur les clichés s'il y a des actions ou des activités qui provoquent des inquiétudes, si la Russie peut, ou un autre pays. Pour nous, par exemple, nous avons eu la possibilité de survoler le territoire américain ou les territoires de nos partenaires européens. Donc, pour tout le monde, c'était une garantie que personne ne cache des intentions inamicales. Les États-Unis ont sorti, pourquoi je ne sais pas. Ils ont dit que ce n'est pas dans l'intérêt de la politique étrangère américaine. Et qu'est-ce qu'il reste à nous? Exposer notre territoire au survol des pays de l'OTAN et ne pas avoir la possibilité de survoler et contrôler le territoire de nos partenaires. Donc, moi, j'espère qu'on commence. Les deux présidents ont fait deux décisions importantes. D'entamer le dialogue sur la stabilité stratégique et la maîtrise des armements et entamer les consultations bilatérales sur la cybersécurité, parce que c'est une question qui, aujourd'hui, partout dans le monde, on parle des hackers russes qui font de l'ingérence, mais le président Poutine a donné, pendant la rencontre avec le président Biden, les chiffres. Nous avons je peux peut-être ne pas être précis, mais nous avons fait aux Américains des dizaines de demandes de l'aide dans ce domaine, parce que nous avons eu des attaques sur le système numérique en Russie depuis le territoire
américaine, nous n'avons eu aucun retour à ces demandes, aux demandes d'information et de coopération. Les Américains nous ont posé seulement une dizaine. Donc, on fait des déclarations dans la presse, mais en réalité, il y a peu de choses. Ils ont fait une dizaine de demandes, peut-être moins, et à toutes les demandes américaines, nous avons répondu. Mais quand même, il y a des problèmes dans ce domaine. Ce domaine devient de plus en plus important pour la politique, les militaires, l'économie, etc. Donc, nous sommes prêts à coopérer avec la partie américaine, mais avec la France aussi, sur la cybersécurité. Et peut-être un résultat qui a été prononcé par les présidents eux-mêmes, c'était qu'ils ont réaffirmé l'attachement de deux pays à la formule Reagan-Gorbatchev. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule. C'est une formule très simple. Il ne peut pas être une guerre nucléaire. Dans une guerre nucléaire, il n'y a pas de vainqueur. Donc, c'est un principe des relations dans ce domaine de la sécurité d'aujourd'hui. Et si les deux puissances les plus fortes militairement, deux puissances nucléaires, le déclarent, c'est déjà un fait important. Donc, pas américain, pas nous. Nous n'envisageons même pas une possibilité de la guerre nucléaire. Monsieur, merci. Alors, après l'Europe, l'Asie, l'Amérique, je vous propose qu'on poursuive notre randonnée vers le continent africain. Avec le sommet Russie-Afrique de 2019 qu'on a évoqué en introduction, les objectifs ont pu être donnés à l'instar du doublement des échanges commerciaux sur 5 ans, participant ainsi à revigorer cette coopération-là. Mais au-delà de cet aspect économique qui entend s'ancrer, le domaine qui semble se démarquer de plus en plus, c'est celui de la coopération militaire. En plus de son déploiement dans certains pays, la Russie, entre 2014 et 2019, a signé 19 accords de coopération militaro-technique avec des pays africains. Je citerai l'Angola, la Guinée, la Mauritanie, le Mali. Et l'action militaire russe semble aussi avoir trouvé écho auprès des populations. On a des images enregistrées à Bamako le 27 mai dernier de manifestants remettant en cause la présence militaire française et affirmant un soutien à la Russie, à son arrivée potentielle en zone sahélo-sahélienne. Donc, si cette expansion russe en Afrique est vue par certains observateurs comme un appui salvateur et inestimable dans la lutte contre le terrorisme et la garantie de la stabilité et de l'intégrité des territoires, ainsi qu'une opportunité de diversification des échanges, d'autres craignent que l'intérêt de la Russie pour l'Afrique ne serve en définitive que peut-être des ambitions stratégiques définies par avance qui finiront par léser les intérêts des États africains. Donc, quelle précision pouvez-vous nous apporter sur les perspectives exactes du partenariat renouvelé Russie-Afrique? La réponse est très simple. Je ne vais pas abuser de votre temps. La Russie n'impose rien aux pays africains. Nous agissons dans l'intérêt des pays, des peuples africains. C'était toujours la politique de mon pays, à l'époque soviétique, à l'époque moderne. Nous avons toujours été ceux qui soutenaient le mouvement de colonialisme. Et ce n'est pas nous qui voulons
mettre sous notre emprise les États africains aujourd'hui. Donc, notre approche à la coopération et en relation avec les pays africains, c'est une approche respectueuse des intérêts des peuples africains. Dans les intérêts des peuples et des États africains, aujourd'hui, dans beaucoup de pays déstabilisés, politiquement et militairement, il y a une nécessité d'avoir plus de l'aide militaire. Que nous avons les moyens, nous avons la possibilité de faire ces accords. Nous le faisons sur demande des pays de l'Afrique. Si on parle des accords dans le domaine militaire, mais nous faisons, comme vous avez dit, nous avons posé le but d'atteindre le doublement des échanges économiques, parce que c'est le développement, la croissance de l'Afrique qui nous intéresse aussi. L'Afrique, c'est un continent de l'avenir. Il faut, c'est notre intérêt national aussi d'avoir les relations stables avec le continent qui a un potentiel énorme. En ce qui concerne les prochains pas, en 2022, nous envisageons d'organiser le deuxième sommet Russie-Afrique dans un des pays africains. On est déjà en train de préparer une feuille de route de la coopération Russie-Afrique. Nous invitons tous les pays africains, donc on ne fait pas de sélection qui sont les pays pro-russes ou pas. Et ce qui est important dans la rédaction, dans la préparation de ce feuille de route, nous voulons associer pas seulement les États, les autorités, les pouvoirs publics, mais aussi le monde économique et la société civile des pays africains. Parce que selon nous, ça rendra le résultat du travail, cette base, cette feuille de route, plus durable et stable pour le futur. Donc, on va maintenant entamer la toute dernière partie, parce que le temps presse et que l'apéro appelle. Et donc, la dernière partie, on va se chauffe. D'accord. Ok. Bah oui, l'apéro se chauffe alors. Et donc, la dernière partie, elle se concentre sur nos relations françaises avec avec les Russes et le gouvernement russe. Et la toute première partie qu'on voulait aborder, c'est le lien culturel qui unit la France et la Russie et qui n'a jamais cessé, même au point les plus tendus dans leurs relations. Pour vous donner un exemple, les Chœurs de l'Armée Rouge, selon mes informations, donnaient des concerts en France pendant la guerre froide avec Mireille Mathieu, qui a aussi fait une tournée en Russie. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, j'imagine. Et donc, notre question, c'est simplement quelle forme aujourd'hui prend ces échanges culturels, qui sont différents d'avant. Et pour vous, est-ce que la culture est un instrument de diplomatie comme un autre? Vous avez déjà répondu. Si on parle de cœur de l'Armée Rouge, j'ai assisté il y a 2 ans au concert de Chœur de l'Armée Rouge ici à Paris. Donc ça continue. Et vous avez parfaitement raison en disant que les liens culturels ne sont pas touchés beaucoup par les intempéries politiques de ces jours-là. Nous continuons. Peut-être ils ont eu plus d'impact de la pandémie et du confinement que de la politique. Mais même dans les conditions du confinement, on a continué les liens culturels par visio, mais avec les manifestations en présentiel aussi. Il y a des concerts, des festivals. Aujourd'hui commence le festival de cinéma ici à Paris. J'ai entendu à la radio en venant d'ici et dans le cadre de ce festival, il y a le festival de cinéma russe. Donc,
À partir d'aujourd'hui, vous pouvez trouver les films russes ici à Paris dans les cinémas. Nous envisageons d'organiser, il y a déjà des plans bien définis, et d'inaugurer en septembre une grande exposition des impressionnistes de la collection Morozov à la Fondation Louis Vuitton, que vous connaissez bien. Il y a aussi des projets d'organiser ici au Petit Palais une exposition d'un célèbre peintre russe, Ilya Repin. Aujourd'hui, ces jours-là, notre centre culturel tient une exposition qui s'appelle La Russie est le plus beau pays, que je souligne parce que j'en suis d'accord, qui expose des clichés, des photos de la nature, surtout de la nature russe. Donc, je vous invite, l'entrée est libre. Vous pouvez aller le voir. Donc, oui, et c'est une grande partie du travail de l'ambassade, mais de l'ambassade russe comme l'ambassade française, qui a la tâche aussi de promouvoir la culture française en Russie, qui par ailleurs est adorée par les Russes. Je peux vous dire, pour peut-être revenir plus loin de l'histoire, j'ai été étonné moi-même. Je répète souvent cette anecdote, cette histoire. Dans le 18e, 19e siècle, la correspondance de la diplomatie russe était faite en langue française. Donc, mon collègue ancêtre d'il y a 200 ans écrivait en télégramme une communication depuis Paris, depuis l'ambassade à Saint-Pétersbourg, alors, en français. Pour communiquer en français. Merci. Vous l'évoquez, la culture, c'est vraiment une passerelle déterminante, mais certainement pas la seule. La France et la Russie, en s'appuyant sur des institutions communes comme, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, réfléchissent ensemble sur des thématiques comme le numérique, vous l'avez évoqué, la transition écologique, à travers plusieurs activités ou événements. Je pense au Forum franco-russe du 14 avril 2021 dernier sur l'énergie verte. Et quand même, assez paradoxalement, on sait que la France, en sa qualité d'État membre, doit quand même contribuer à garantir le respect de certaines mesures. Donc, on se demandait aujourd'hui, indépendamment de Bruxelles, que reste-t-il de cette belle relation bilatérale entre Moscou et Paris? Écoutez, pour nous, pour la Russie, la France demeure un des partenaires clés en Europe, mais dans le monde entier. Nos relations bilatérales sont basées sur le respect réciproque. Un nouvel élan aux relations a été donné par le sommet de Fort de Brégançon en 2019, où les deux présidents se sont rencontrés pour entamer un dialogue stratégique sur la sécurité européenne. Donc, la question qui est aujourd'hui d'une actualité énorme. Après, les administrations, les deux pays ont bien travaillé. Nous avons structuré notre activité dans le cadre de 13 groupes de travail qui ont été approuvés. Leur création a été approuvée par les deux présidents. Et ces deux groupes de travail couvrent quasiment toutes les questions de la coopération soit bilatérale, soit internationale.
par exemple, il y a un groupe de travail sur les questions de la stabilité stratégique et la maîtrise des armements en Europe. Il y a un groupe de travail sur la cybersécurité, il y a un groupe de travail sur la lutte contre le terrorisme. Donc, on parle. Peut-être il peut exister une impression que le dialogue n'existe plus. Ce n'est pas le cas. Le dialogue continue, le dialogue très franc, sincère, continue, parce que ce sont les professionnels des secteurs qui se rencontrent, qui savent les problématiques, qui prouvent du respect envers l'autre, à l'égard de l'autre. Il y a des enjeux climatiques, arctiques. Il y a même un dialogue sur l'Arctique, entre la Russie et la France. Vous avez un ambassadeur sur les pôles, sur l'Arctique et l'Antarctique, qui a manifesté l'intérêt de se rendre en Russie pour avoir des discussions approfondies sur la politique russe en Arctique, vu aussi la présidence de la Russie au sein du Conseil de l'Arctique. Et même si la France n'est pas un pays de l'Arctique, mais nous, avec tout le respect, nous avons accueilli l'ambassadeur. Les consultations, les pourparlers étaient résultatifs, productifs. Et je sais déjà, j'ai eu le retour de Moscou, et ici, nous avons parlé avec les collègues de Moscou, il y a des perspectives de coopérer. Donc, il y a beaucoup de domaines où nous coopérons avec la France et nous essayons de promouvoir, d'avancer, rendre de plus en plus actif ce travail commun avec les collègues français, soit dans le domaine politique, soit dans le domaine économique, culturel, humanitaire, etc. Merci, Monsieur le ministre conseiller. On arrive à la fin de nos échanges. Je vois déjà dans le public des regards, je sens qu'ils veulent aussi s'exprimer avec vous. Mais avant de conclure, je voudrais que vous partagiez avec nous quelques-unes des actions d'accompagnement de la communauté russe en France, pilotées par leur maison commune, qui est finalement l'ambassade de Russie à Paris que vous représentez ici. Il y a une très belle initiative russe en Russie qui est sortie, née dans le peuple. L'initiative que nous avons reprise ici, pas l'ambassade, mais la communauté russe en France, avec la participation de l'ambassade, c'est une manifestation en mémoire de nos ancêtres, ceux qui ont combattu, et dans chaque famille, il n'y a pas de famille russe qui n'a pas un grand-père ou arrière-grand-père qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est une marche qui s'appelle le Régiment immortel. Et donc, qui rassemble, qui réunit, qui rassemble les Russes. Donc, on voit avec les photos de nos... moi, j'ai fait agrandir la photo de... On a compris. Donc, après cette petite séquence émotion, pour terminer, nous allons passer la parole, Ambre, au public. D'accord. Et avant peut-être de vous laisser la parole, monsieur, on va juste vous donner quelques précisions. Donc, voilà, vous donnez votre nom, éventuellement votre profession, et ensuite vous pouvez poser votre question à notre invité. Bonjour, monsieur le conseiller. Autrement dit, c'est pas vous savez. Donc, j'aimerais bien poser la question sur la jeunesse. Encore, en fait, la coopération.
veuillez m'excuser, j'ai noté sur mon portable. Du coup, en fait, je viens d'une petite région de la Russie, de Tomsk. Donc, c'est au milieu de la Sibérie, comme vous connaissez, bien sûr. Et je viens de finir mes études là, à Paris 8, à l'Institut français de géopolitique. Et le problème que j'ai rencontré, moi, j'ai envoyé ma candidature, mon CV, au ministère des Affaires étrangères russe, qui m'a répondu nous n'acceptons pas les élèves des universités étrangères. Et moi, j'ai fini mon Master 1, Master 2 là, j'ai soutenu mon mémoire sur les relations turco-russes en Syrie. Et j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, peut-être notre expérience, il y a pas mal d'étudiants russes, il y a pas mal d'étudiants qui n'ont pas la nationalité française, qui veulent revenir et faire leur service public en Russie, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que le ministère des Affaires étrangères n'accepte pas nos dossiers. Où était la solution? C'est ça ma question. Et merci beaucoup et je vous souhaite belle soirée. Oui. Vous savez, il y a des règles de la sélection au ministère des Affaires étrangères très strictes, donc je ne peux pas entrer dans les détails parce que je ne connais pas bien le dossier, mais s'ils ont dit comme ça, ils ont étudié en profondité votre dossier, j'en suis sûr que peut-être malheureusement au ministère des Affaires étrangères il était impossible de trouver un embauche, un travail pour vous, mais ce n'est pas dit que c'est seulement le ministère des Affaires étrangères qui fait la politique internationale. Vous pouvez trouver d'autres champs à vos intentions très nobles de servir notre pays. Dans le camp international aussi, dans les ONG, nous avons plusieurs ONG spécialisées dans le domaine international et votre connaissance parfaite de la langue française, de l'actualité française et du monde européen, je pense, sera très bienvenue dans mon pays. C'est pour dire que ce n'est pas seulement le service public qui donne les possibilités de la carrière. En ce qui concerne le ministère, oui, la sélection est assez importante, mais comme partout dans le monde. Vous voyez maintenant la situation internationale est assez tendue, donc il faut avoir prêté plus attention aussi à ce travail sélectif. Mais c'est juste pour vous dire que il y a des possibilités de trouver l'espace professionnel en Russie qui vous permettra de valoriser vos talents. J'en suis absolument sûr. Vous pouvez, après, on peut prendre des contacts directs. Je vous invite, on peut approfondir peut-être ce sujet. Je peux partager avec vous les institutions russes qui pourraient être intéressées ou vous pouvez envoyer votre dossier. Génial. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Comment va Thomas choisir? Bonjour, monsieur le conseiller. Déjà, je vous remercie donc, de nous accueillir aujourd'hui donc, pour la jeunesse que nous représentons. Donc, je m'appelle Meyer Valentin, je suis encore lycéen à Bouxwiller, donc près de Strasbourg. Donc, ma question portait sur les relations russes et chinoises. Donc, elles se sont apaisées ces dernières années, donc, justement par rapport aux installations de gazoducs, par exemple. Et donc, je voulais savoir justement si vous considériez la Chine comme un allié fiable
pour lutter contre l'hégémonie américaine, tant sur le plan économique, militaire que politique, et donc pour lutter contre les ingérences américaines dans les affaires étrangères, par exemple. Je peux faire deux commentaires peut-être. Question, parce que la qualification, c'est intéressant ce que vous avez touché, la qualification des relations entre la Russie et la Chine. On dit partout que c'est une alliance. C'est une alliance. Et une alliance prévoit des obligations, des engagements assez forts, comme par exemple au sein de l'OTAN. Oui, le fameux article 5 de l'OTAN qui impose à tous les pays membres de l'OTAN d'entrer en guerre si un des pays membres est menacé, et pas ce pays-là. Nous ne sommes pas là avec nos partenaires chinois, donc il n'y a pas d'alliance, mais il y a un partenariat stratégique. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un partenariat axé sur le futur, sur l'avenir, qui est stratégique pour sa nature dans tous les domaines. Économique, vous avez évoqué le gazoduc, mais humanitaire, politique aussi. Le deuxième commentaire, nous ne faisons l'amitié contre quelqu'un. Donc, on ne fait pas l'amitié avec la Chine pour contrer les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Nous voulons avoir les relations stables, prévisibles avec les États-Unis. C'est le cas avec la Chine. Nous avons les relations stables, prévisibles et respectueuses avec la Chine. Et nous espérons avoir le même type de relation un jour avec les États-Unis. Ce n'était pas que la Chine nous aide à contenir, ou endiguer ou se protéger des États-Unis. Nos relations sont censées servir les intérêts du peuple russe et du peuple chinois. Une autre question. Bonsoir monsieur, rapidement, je m'appelle Vladimir, je suis étudiant en histoire à Panthéon-Sorbonne. Je me répète, bonsoir, je m'appelle Vladimir, je suis étudiant en histoire à Panthéon-Sorbonne. Et j'aimerais poser une question, quel est votre point de vue sur les tensions entre l'Europe et la Biélorussie? Et quelles peuvent être les solutions? Écoutez, moi, je viens de raconter dans la chambre à côté à mes collègues d'aujourd'hui mon histoire personnelle, parce que je suis biélorusse, je suis d'origine biélorusse. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, ça me touche personnellement. Et ma famille vit toujours en Biélorussie. Je suis très fier et très heureux qu'on a créé l'union de deux pays, l'union de la Russie et de la Biélorussie. Donc, c'est une intégration encore plus forte et plus approfondie que l'Union euro-asiatique qui a été évoquée aujourd'hui. Nous considérons que la politique de l'Union européenne à l'égard de la Russie, donc de notre pays allié et notre pays, notre peuple frère, ce n'est pas une politique basée sur le respect sur la loi internationale. Vous aurez pu évoquer le cas de l'avion. Oui, pourquoi pas. L'Union européenne a introduit les sanctions pour cet incident avec l'avion sans attendre. Vous savez qu'il y a la procédure au sein de l'Organisation internationale pour le trafic aérien.
qui est censé résoudre les cas comme ça. Donc, sans attendre la décision de l'institution internationale appropriée, l'Union européenne a dit non, ils ont violé les règles et donc ils doivent être sanctionnés par les restrictions européennes. C'est une approche raisonnable et respectueuse, selon moi, non. Donc, nous soutiendrons, comme la Russie, nous soutenons et soutiendrons toujours la Biélorussie. Nous sommes liés par l'histoire centenaire, voire millénaire. Et moi, j'espère fortement que l'Union européenne, le monde occidental, cesse de faire de l'ingérence illégitime dans les affaires intérieures de la Biélorussie. Les Biélorusses sont le peuple intelligent et ils se débrouillent très bien avec leurs problèmes. Il ne faut pas essayer de résoudre les problématiques et les problèmes souvent inventés. Il faut laisser aux Biélorusses de gérer leur vie et leur pays. Si, je vois qu'il n'y a plus. Ah, derrière. Bonjour, monsieur le conseiller. Je m'appelle Clément Chardine et je viens de finir mon lycée. Je suis actuellement étudiant et je sais que dans mes études, j'aurai quelques stages à faire, notamment à l'étranger. Et donc, j'aimerais les faire en Russie. Et je voulais savoir si l'ambassade pouvait aider pour toutes les démarches administratives qu'il y a à faire pour faire ces stages. Bien sûr. Là où l'ambassade est impliquée, on aidera avec beaucoup de plaisir. Ce qui est important, c'est que votre université, votre institution universitaire ait des relations de partenariat avec une institution russe, parce que c'est sur la base des échanges entre les étudiants que ça marche. Nous ne faisons pas partie, il me semble, du programme Erasmus+ de l'Union européenne. Donc, c'est à base bilatérale des accords entre les universités, des accords directs entre les universités. Donc, il faut voir si votre université a des partenariats avec les Russes. Et dans ce cas, après, les procédures consulaires et tout ça, évidemment, l'ambassade fera tout ce qui est nécessaire, les visas, etc. Parfait, merci beaucoup. Merci. On va passer aux questions du public parce que, monsieur le ministre conseiller, on vous l'a dit, on a quand même un public qui nous suit depuis le salon privé Zoom. Et je vais donner l'occasion du coup à Ambre de poser peut-être l'une de ces questions-là. Oui, en effet, on avait une question sur Zoom de Pierre qui demande comment expliquez-vous l'optimisme de la jeunesse russe? Est-ce que le gouvernement russe a mis des mesures d'accompagnement aux jeunes et est-ce que vous auriez des chiffres sur l'emploi des jeunes? Malheureusement, je ne suis pas préparé pour les chiffres sur l'emploi. L'optimisme des jeunes, c'est très simple. Les raisons de l'optimisme, c'est l'âge. Les gens sont optimistes. Ce que je voudrais rajouter peut-être, et ce qui me fait plaisir aussi dans mon pays, c'est une tendance de ces derniers temps du volontariat. Il est très répandu en Russie parmi les jeunes. Et il y a un chiffre ici que je peux vous donner. On a lancé, les jeunes ont lancé une initiative
nous ensemble, quelque chose comme ça, pour aider, travailler dans les hôpitaux pour les malades Covid. Et 120 000 personnes se sont associées, ont travaillé parmi les jeunes dans les hôpitaux. Donc, ce mouvement de volontariat il concerne pas seulement le domaine de la santé, mais d'autres domaines d'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, et le volontariat dans le sport, beaucoup. Donc, c'est une forte tendance de ces jours. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question dans le public? Il y a une main que je ne vois pas. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Ajar Melouki, donc je suis marocaine. Je viens d'être diplômée de Sciences Po Paris. Et comme monsieur, moi aussi dans mon pays, on n'a pas accepté mon dossier pour intégrer le ministère des Affaires étrangères, donc c'est pas qu'en Russie. On a dit que ce n'était pas un diplôme marocain, donc voilà. Donc c'est pas grave, on est deux. Ma question d'abord concerne les relations entre la Russie et mon pays, le Maroc. Donc on sait très bien que après la reconnaissance, vous savez, des États-Unis d'Amérique, du Sahara marocain, que les relations avec les États-Unis d'Amérique sont de plus en plus renforcées entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Il y a pas mal aussi de coopération militaire, d'exercices militaires au sud du Maroc, dans le Sahara, African Lion, tous ces exercices-là. Mais moi, je pense que dans le long terme, le Maroc a intérêt à avoir de bonnes relations avec la Russie. Notamment, on l'a vu dans la stratégie, dans la nouvelle stratégie diplomatique du roi du Maroc, qui a visité Vladimir Poutine dernièrement en 2016. Donc, il y a toujours ce pas vers la Russie. Quoique, d'un point de vue social, dans la société civile, on ne connaît pas très bien la Russie. Le peuple marocain ne connaît pas très bien la Russie. Déjà, il y a la limite de la langue. Donc, on ne connaît pas très bien la Russie, la culture russe. Comment renforcer cette coopération entre le Maroc et la Russie? Parce que je pense que c'est dans l'intérêt de nos deux pays. Et ma deuxième question, que pensez-vous de la Russie? Que pensent les diplomates russes, par exemple, du Maroc? Qu'est-ce que vous dites sur le royaume du Maroc? Quelle coopération voilà. Et ma deuxième question concerne... Ah bon, concerne l'Europe et la Russie. Donc, vous avez dit que les relations entre l'Union européenne et la Russie ne sont pas très très bonnes, mais est-ce que, enfin peut-être que je me trompe, mais moi, ce bloc-là qu'on appelle l'Union européenne n'existe pas d'un point de vue opérationnel, mais il n'y a que des pays européens, dans le continent européen, avec des intérêts nationaux différents. Donc, ne serait pas peut-être dans l'intérêt de la Russie, je pense, de coopérer de manière bilatérale, des négociations bilatérales. Ça serait mieux que le multilatéral entre ce qu'on appelle l'Union européenne. Donc, voilà, et je vous remercie, c'était vraiment très intéressant, cette conférence. Je vous remercie, je remercie aussi le dialogue franco-russe. Je viens de temps en temps ici et c'est très intéressant. Merci, Irina. Voilà. Merci. Peut-être choisir la profession de journaliste pour poser des questions. Je réponds d'emblée à la question sur ce que les Russes pensent du Maroc. Moi, je n'ai jamais visité votre merveilleux pays. Pourquoi je dis merveilleux? Parce que j'ai eu un collègue diplomate russe avec lequel nous avons travaillé après au ministère des Affaires étrangères et ensuite sécurité. Il a fait qu'une mission au Maroc. Il a dit après, ça va, je veux plus aller dans d'autres pays. Donc son cœur est resté au Maroc. C'est une personne que je très bien connais, c'est un ami de longue date de moi. Donc, j'ai toute confiance en lui et
je rêve de visiter un Maroc un jour. La première question sur les relations entre le Maroc et la Russie. Les relations, pas seulement n'existent, mais les relations, nous travaillons, la Russie et le Maroc, pour les renforcer. Vous avez évoqué les exercices militaires entre le Maroc et les États-Unis. Ça va, pas de problème pour la Russie. Ce n'est pas que les pays qui sont amis aux États-Unis deviennent automatiquement l'ennemi de la Russie. Non, absolument. Ce n'est pas notre approche de notre politique internationale. Ce que nous voulons, c'est qu'en faisant, en renforçant la coopération avec d'autres partenaires, le renforcement de coopération avec les États-Unis, que vous avez évoqué, ne dérange pas la coopération avec la Russie. Et c'est le cas du Maroc, je le sais. Maroc a une attitude très coopérative à l'égard de Moscou. En ce qui concerne l'Union européenne et la Russie, tout a été dit. Déjà, nous sommes absolument ouverts, soit à la coopération avec la Commission européenne et les institutions européennes, soit à la coopération avec les pays membres. Je ne suis pas d'accord à 100% avec vous qu'il n'existe pas l'Union. Il existe l'Union parce que les décisions sur les sanctions sont prises pas par les pays membres, mais pas par l'Union européenne, et imposées même aux pays membres qui ne les veulent pas, ces sanctions. Et donc, il faut travailler. Et nous sommes bien conscients qu'il y a des prérogatives déjà au niveau européen, au niveau des institutions européennes. Donc, sur les standards techniques du commerce, etc., nous ne pouvons pas parler avec un ministère français pour les échanges économiques et commerciaux. Il faut parler avec la Commission pour se mettre d'accord comment faire marier les normes techniques et les standards européens et les standards russes, ou maintenant les standards de l'Union européenne. Oui, nous travaillons soit avec l'Union comme l'institution, soit avec les pays membres. Merci, Monsieur Zézuline, pour avoir répondu à toutes nos questions. Et sur la dernière question, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu à nous. Il y avait quelqu'un qui a cité Churchill. Oui, 2 fois. Je pense que nous avons trouvé la citation au même endroit. Oui. Je peux vous citer un autre homme politique occidental du monde anglo-saxon, américain dans ce cas-là, très respecté dans le monde de la politique internationale, qui est Henry Kissinger, ex-secrétaire d'État des États-Unis, qui lui a dit que c'est pour répondre à cette énigme que vous avez posée. Il a répondu comme ça. La Russie est un pays gentil, accueillant, bienveillant, mais invincible. Merci, ce sera le mot de fin pour notre conversation. On va rapidement passer à nouveau la parole à M. Thomas Castelli pour la suite des événements. Merci beaucoup pour toutes vos réponses qui ont été précises et qui, je l'espère, ont répondu à vos interrogations. Précision, je n'ai jamais douté que la Russie était un pays accueillant et chaleureux. D'ailleurs, c'est mon prochain voyage à la rencontre des églises orthodoxes, pour être précis. Nous allons maintenant clôturer notre 5e session par la remise des attestations. Et je dois appeler Camille,
qui normalement connaît la suite des opérations. Nous allons remettre une vingtaine d'attestations à des jeunes qui ont participé à l'ensemble des apéros diplomatiques depuis 3 mois, et le reste, en tout 70 attestations, seront remises en ligne à des participants qui nous suivent depuis un peu partout dans le monde et qui nous suivent désormais depuis 3 mois. En tout cas, j'espère que ce n'a pas été trop laborieux pour ceux qui nous ont suivis en ligne. On peut vraiment conclure désormais que même faire un live Facebook requiert des compétences quasiment professionnelles, chose que nous ne prétendons pas être. Et donc, j'espère que ça a été pour vous. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez me répondre, mais en tout cas, vous étiez là, c'est bien. Donc, je vous remercie beaucoup et on peut applaudir. Merci beaucoup, merci vraiment. Je laisse le fin mot à Camille qui va se charger de cette formalité administrative, mais qui requiert, qui revêt... Merci à vous depuis le Sénégal. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup pour cet échange, c'était très intéressant. Donc je vais appeler un par un les quelques participants qui nous ont suivis depuis quelques mois là, dans les ateliers diplomatiques. Et donc je les invite à nous rejoindre et à venir recevoir leur certificat qui va être remis par notre président. Donc j'appelle en premier Monsieur François Firmin. Oui, alors faites-lui quand même une petite... J'appelle maintenant Monsieur Wilfried Topka. Wilfried. Il n'est pas ici. Maintenant Monsieur Valentin Meyer. Et enfin, j'appelle Monsieur Noé Dermini. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je passe la suite des certificats du président, M. Gabriel Mbogo. Ce sont les certificats pour les membres de l'association qui ont aidé à toute l'organisation des apéros et qui ont été très présents et majeurs pour cet événement. Merci. Bonsoir encore une fois de plus. Je suis vraiment très honoré de prendre la parole ce soir devant un public aussi chaleureux, aussi nombreux. Merci. Avant de remettre ces certificats, je tenais vraiment à rappeler un peu ce que c'est que les apéros diplomatiques pour ceux qui découvrent ça pour la première fois. En fait, c'est un concept qu'on a créé pour permettre aux jeunes d'avoir un dialogue franc et direct avec les ambassadeurs, les diplomates. Notre organisation a vu le jour en décembre 2018. À partir de octobre 2019, nous avons commencé à rencontrer les ambassadeurs des différents pays en France et au sein d'autres pays européens. Mais nous avons constaté que nous, on parlait aux ambassadeurs et on revenait faire juste un compte rendu de ce qui était dit.